Eh bien, tout d'abord, nous devons faire une distinction entre la géoingénierie ou ingénierie du climat, des modifications de la météo, chose qui se fait depuis longtemps. Donc la géoingénierie, c'est l'intervention volontaire à grande échelle dans les systèmes climatiques planétaires en vue de répondre au réchauffement climatique. Et il s'agit soit de prendre du CO2 et de le retirer de l'atmosphère ou de contenir le réchauffement planétaire. Cela se fait en réduisant l'apport de rayons solaires. Alors, le premier type, extraction des CO2, c'est toute une série de technologies qui vont donc de la succion de CO2 dans l'air avant de le fixer dans des produits chimiques qui seront ensuite enterrés en profondeur, ou alors le chaulage des océans pour contrer l'acidification des océans afin qu'ils absorbent davantage de CO2 en provenance de l'atmosphère. Autre grande méthode d'extraction de CO2, c'est la fertilisation par le fer. Donc on ajoute du fer et autres micronutriments dans les océans pour stimuler la prolifération d'algues ou de phytoplancton. Et donc au fur et à mesure qu'ils se développent, ils stockeront le CO2 dans leur organisme et lorsqu'ils meurent, eh bien, ils descendent jusqu'au fond de l'océan. L'autre type de géoingénierie s'appelle gestion des rayons solaires. Donc là, il y a toute une série de méthodes qui visent à augmenter l'albédo ou la réflectivité de la Terre. Donc on peut peindre en blanc des toits ou recouvrir des glaciers euh, de, de, de blanc. Placer des miroirs dans l'espace, ça fait très science-fiction, pour limiter en partie l'apport de rayons solaires. Mais le plan le plus important est celui qui vise à couvrir, donc entourer la Terre d'une couche de petites microparticules de sulfate, une sorte de couche de pollution très haut dans l'atmosphère qui réfléchirait peut-être 1 ou 2% des radiations solaires et empêcherait ainsi la planète de se réchauffer autant que prévu. Et donc, d'une certaine manière, si on devait faire ce genre de système en envoyant des avions donc pulvériser de l'acide sulfurique dans les couches supérieures de l'atmosphère, ce que l'on ferait serait créer une sorte de thermostat dans l'atmosphère, parce que si on met davantage de particules de sulfate, une couche plus épaisse, eh bien, on reflèterait davantage de radiation et on rafraîchirait la planète davantage. Et bien sûr, cela soulève la question fondamentale de savoir qui aurait la main sur ce thermostat. Les risques liés à la pulvérisation d'aérosols de sulfate dans l'atmosphère sont d'ordre scientifique et politique. Du point de vue scientifique, c'est que lorsque l'on commence à modifier la composition chimique de l'atmosphère, eh bien cela entraîne toute une série d'autres effets. Cela ne réduit pas uniquement le réchauffement planétaire, mais cela change également les précipitations, les pluies. Cela limite également la réparation du trou dans la couche d'ozone. Il y aurait également un énorme problème si on devait bloquer le réchauffement pendant une quarantaine d'années, puis soudainement enlever le bouclier solaire, parce que cette chaleur contenue exploserait littéralement et endommagerait fortement les écosystèmes de la planète. Il y a également des problèmes politiques liés à la pulvérisation d'aérosols de sulfate. Tout d'abord, qui le ferait? Est-ce que ce serait la Chine, et donc contrôlée par le comité central du Parti communiste chinois, ou bien les États-Unis, avec le Pentagone, qui a une énorme influence, par exemple, ou alors la Russie. La Russie a fait tout ce qu'elle a pu pour inclure une déclaration pro-géoingénierie dans le rapport du GIEC qui vient d'être publié il y a un mois d'eux. Donc la Russie est clairement en faveur de la géoingénierie. Mais si la technologie est assez simple
est relativement bon marché, peut-être un ou quelques milliards de dollars par année suffirait. Il y aurait même donc une possibilité qu'un milliardaire avec un complexe, quelqu'un qui se prend pour le Messie, décide de sauver le monde. Ce n'est pas exclu. Il n'y a pas de droit international qui l'empêcherait. Donc, du point de vue des gouvernements, c'est réellement le désordre le plus total. C'est la raison pour laquelle moi-même et d'autres essayons d'argumenter le plus possible pour le développement d'institutions internationales qui réglementeraient les recherches en géoingénierie pour qu'il y ait davantage d'intérêts communs dans les actions entreprises. Et si on devait venir à la phase de mise en œuvre de la géoingénierie, de la pulvérisation de sulfate, eh bien au moins, et espérons que ça n'arrivera pas, au moins les pays les plus pauvres auraient leur mot à dire dans la façon dont on réglerait ce thermostat. Eh bien, il existe un certain débat public aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, mais c'est très spécialisé. Peut-être 3 ou 4% de la population de ces pays sont au courant du sujet, et donc le débat se limite à des scientifiques, des décideurs politiques et parfois quelques entrepreneurs. Et quand je dis décideurs politiques, il faut que je précise que je ne parle pas des gouvernements. Ceux-ci gardent leur distance. Ce sont davantage des think tanks et les cercles décisionnels plus élargis, quelques universitaires également. Il y a eu quelques conférences de par le monde sur la géoingénierie. Il y en aura une très importante à Berlin l'année prochaine, en août. Mais ce qui est certain, c'est que la géoingénierie va de plus en plus devenir une question publique. Ça ne va pas disparaître. Et les écologistes n'ont pas trop voulu se mouiller dans ce débat parce qu'ils craignent que parler de cela va un peu enlever la pression sur l'atténuation. C'est un peu une faute morale. Mais je pense qu'ils vont comprendre bientôt que le génie est sorti de la lampe, que plutôt que de laisser le lobby pro-géoingénierie contrôler le débat public, les écologistes doivent participer à ce débat public et apporter leur perspective, sans quoi ce débat public va se réduire à un monologue.